Bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien et que le premier épisode, sur ces recherches d'informations sensibles et déclassifiées vous a plu. Aujourd'hui, on va parler de la surveillance globale, et les programmes de surveillance de masse, hein, avec leurs implications légales et éthiques. Vous allez voir que ça fait un peu froid dans le dos quand on a connaissance finalement de tous ces programmes un petit peu, qui ont été privés à la base, hein, qui étaient privés déjà avant et puis qui ont été donc développés et petit à petit mis dans le public et après dévoilés, aux aux yeux du monde entier. Après, il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai apprises, en faisant mes propres recherches et c'est vrai que on n'est pas forcément au courant de tout, hein, je peux vous le garantir. Vous allez voir, cet épisode, il est vraiment intéressant. Alors on va d'abord parler donc dans cette première section on va faire un aperçu, hein, des programmes de surveillance de masse et en gros qui définit en fait la collecte systématique et le stockage de données électroniques, de la population générale, hein, par des entités gouvernementales. Et historiquement, ce type de surveillance, il a été justifié, hein, par la nécessité de protéger la sécurité nationale et de lutter contre le terrorisme. Donc on va parler de quelques-uns des programmes emblématiques de surveillance. Je n'ai pas tout mis, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, mais déjà je vous en ai retenu 6, de 6 pays différents. Et vous allez voir que, en fait, avec les recherches que j'ai faites, je me suis aperçu que quasiment tous les pays avaient leur programme de surveillance, hein. Donc à part les pays qui sont très très pauvres, mais en règle générale, tous les pays ont leur propre programme. Allez, c'est parti, commençons. Donc tout d'abord, on va commencer par les États-Unis, hein. On a le programme PRISM qui a été révélé en 2013. PRISM, PRISM. En fait, c'est un programme de la National Securities Agency, donc de la NSA, qui permet en fait de collecter des données directement à partir des serveurs de grandes entreprises technologiques américaines, hein, telles que Google, Facebook, Microsoft et Apple. Et ce programme, il permet en fait à la NSA, hein, d'accéder à des emails, des communications vidéo, des documents, des connexions en temps réel, hein. Prism, en fait, il a été autorisé sous la section 702, hein, de la Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, FISA, qui permet en fait la collecte de données de personnes étrangères à l'étranger sans mandat. Qui permet de collecter des données de personnes étrangères à l'étranger sans mandat. Ensuite, on a le deuxième programme au Royaume-Uni, Tempora. Donc en gros, Tempora, pardon, c'est un programme de surveillance électronique qui a été secret, hein, jusqu'à sa révélation par Edward Snowden en 2013. Il est géré par le Government Communication Quarters, GSHQ. Et ce programme, en fait, il capte et stocke le trafic Internet en siphonnant en fait les données directement des câbles de fibre optique, hein, transatlantiques. Et Tempora, en fait, il peut conserver le contenu des communications pour 3 jours et les métadonnées pour 30 jours. Et ça facilite une surveillance rétrospective, hein, détaillée des activités en ligne. Je vous laisse imaginer ce qu'ils peuvent faire avec ça. Ensuite, la Chine, hein, bien sûr, le système de crédit social. Ce fameux système de crédit social en Chine, c'est un projet gouvernemental qui vise à évaluer la fiabilité et la conformité des citoyens et des entreprises aux normes sociales et économiques, en utilisant des données recueillies via la surveillance vidéo, des transactions en ligne et des comportements sociaux. Le système d'attribution des scores qui peuvent influencer aussi l'accès des personnes aux services comme le transport en commun, les prêts bancaires et même les voyages internationaux. En Russie, on a le programme SORM, SORM, donc un système pour les mesures de recherche opérationnelle. SORM, en fait, c'est un système de surveillance utilisé par les services de sécurité russes pour écouter les communications téléphoniques et Internet. Ce système, qui a été étendu au fil des ans, oblige les fournisseurs de services de télécommunications à installer des équipements spéciaux qui permettent aux agences gouvernementales d'accéder directement aux communications des utilisateurs, hein, sans avoir besoin d'un mandat ou d'une supervision judiciaire. Je vais garder la France pour la fin, hein. On a ensuite l'Australie, donc le Data Retention Law. En gros, la loi australienne sur la conservation des données, elle exige que les fournisseurs de services Internet et de téléphonie conservent un large éventail de données, hein, des utilisateurs pendant au moins 2 ans. Et ces données, qui incluent des horodatages, hein, des appels, des adresses IP et des données de localisation, sont accessibles, hein, aux agences de renseignement et de police sans mandat préalable, hein. Et pour finir, donc on a la France, hein, la loi de programmation militaire. Elle permet aux autorités de collecter les données des citoyens directement auprès des fournisseurs de services sans mandat judiciaire
pour des raisons de sécurité nationale, et cela inclut l'accès en temps réel aux informations et aux documents stockés, traités ou transmis par les réseaux ou les services de communication électronique. Donc vous voyez, ces programmes, ils illustrent un peu la diversité des approches en matière de surveillance de masse à travers le monde. Et bien que chacun soit justifié, soi-disant par des nécessités de sécurité nationale ou de la lutte contre la criminalité et le terrorisme, ça soulève quand même d'importantes questions sur le respect de la vie privée, les droits de l'homme et la surveillance gouvernementale. On va s'intéresser maintenant aux méthodes de collecte et d'analyse. Alors vous allez voir, ça aussi, c'est incroyable. Tout d'abord, l'interception de satellites de communication. Alors l'interception des communications par satellite, c'est une méthode de surveillance qui permet aux agences de renseignement de capter en fait les signaux émis par les satellites de communication. Et ces satellites qui transmettent en fait une grande variété de communications à travers le monde, y compris des appels téléphoniques, des courriers, des données Internet. Ça peut être une source précieuse de renseignements. Et les agences, elles utilisent des stations au sol qui sont équipées de grandes antennes paraboliques pour intercepter ces signaux. Et par exemple, on a le programme Echelon, donc ECHELON, qui est géré par 5 pays, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Et donc ce programme Echelon, il est célèbre pour sa capacité à intercepter et à analyser des signaux satellites à l'échelle mondiale. Et je ne savais pas, je ne connaissais pas. Ensuite, on a l'accès direct aux infrastructures de fibre optique. Alors ça aussi, je trouve ça ouf. En fait, en gros, l'accès direct aux câbles de fibre optique qui transportent l'essentiel du trafic Internet mondial, c'est une autre technique de surveillance clé. Il y a des dispositifs spéciaux qui sont appelés splitters, qui sont utilisés pour diviser en fait les signaux optiques passant dans les câbles sans perturber la transmission. Et cette méthode a permis aux agences de renseignement de copier en temps réel une partie ou la totalité du trafic qui passe par ces câbles. Donc il y a le programme Tempora du GCHQ au Royaume-Uni que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un exemple où cette technologie est utilisée pour collecter des quantités massives de données directement des câbles sous-marins qui connectent des continents. Ensuite, on a l'utilisation avancée de l'intelligence artificielle. Donc l'utilisation de l'IA dans la surveillance de masse, elle a révolutionné la capacité des agences à analyser des volumes de données autrement ingérables. Et l'IA peut être employée pour identifier rapidement des modèles, des comportements suspects ou des menaces potentielles, en filtrant des pétaoctets de données et des algorithmes de machine learning qui sont utilisés pour classer et prioriser les données, qui facilitent ainsi la tâche des analystes humains. Par exemple, il y a des systèmes d'IA qui peuvent détecter automatiquement des anomalies dans des flux de communication et même identifier des cibles d'intérêt basées sur des comportements prédéfinis. Après, on a la collection de métadonnées et controverses. Donc, cette fameuse collection de métadonnées, elle implique l'enregistrement d'informations sur les communications plutôt que leur contenu exact. Donc, ça inclut l'heure, la date, la durée et les parties impliquées dans un appel téléphonique ou un échange de messages. Et bien que les agences de renseignement soutiennent que les métadonnées sont moins intrusives que l'écoute du contenu des communications, ça peut néanmoins révéler des informations extrêmement détaillées et personnelles sur les habitudes et les réseaux sociaux des individus. La controverse autour de la collecte de métadonnées a été amplifiée par des révélations qui montrent comment ces données peuvent être utilisées pour construire des profils détaillés d'individus sans leur consentement. Et ces technologies et méthodes démontrent l'étendue et la sophistication de la surveillance moderne, mais elles soulèvent également d'importantes questions éthiques et légales, vous vous en doutez bien. Le débat sur l'équilibre entre sécurité et vie privée, il continue de dominer les discussions sur la surveillance de masse. Ça souligne la nécessité d'une réglementation et d'une surveillance accrue pour protéger les droits fondamentaux des citoyens. Et après, ça a un impact sur la surveillance, bien sûr. La portée de ces programmes, ça a soulevé des inquiétudes quant à leur impact sur la vie privée, la liberté d'expression et les droits de l'homme. Et il y a des cas de surveillance ciblée de journalistes, par exemple, de militants ou opposants politiques qui ont été documentés. Je pense que vous en connaissez quelques-uns, qui mettent bien sûr en valeur le potentiel d'abus. Et donc, dans cette deuxième section, on va se pencher donc sur ces fameuses implications légales et éthiques. Et ça mérite d'être dit, c'est aussi intéressant. Donc tout d'abord, on va parler du cadre légal et des controverses. Bien que les gouvernements défendent la légalité de la surveillance de masse en invoquant des lois sur la sécurité nationale
Il y a de nombreux défenseurs des droits civiques qui contestent cette pratique comme étant une violation des droits constitutionnels et internationaux à la vie privée. Il y a des affaires notables, comme celles jugées par la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont souvent évoqué la légitimité et la proportionnalité de la surveillance sans supervision adéquate. Et ça, bien sûr, donc, des débats éthiques, ça demande des débats éthiques sur tout d'abord la sécurité contre la vie privée. Il y a le débat central autour de la surveillance de masse qui concerne l'équilibre entre cette sécurité nationale et le droit à la vie privée. Et donc il y a des défenseurs de la vie privée qui soutiennent que la surveillance généralisée, ça crée un environnement de culpabilité par association, entre guillemets, et qui réduit donc la liberté individuelle. Et bien sûr, après, il y a le deuxième débat, si je peux dire éthique, qui est la transparence et la responsabilité. Parce que l'absence de transparence sur qui est surveillé, comment les données sont utilisées et qui y a accès, ça pose un problème significatif en termes de responsabilité gouvernementale. Bien sûr, ça occasionne des réactions et des réformes. Donc, il y a des initiatives qui visent à réformer les pratiques de surveillance et qui ont été proposées, qui incluent des lois qui exigent une plus grande transparence et des contrôles judiciaires plus stricts. Donc, la société civile, à travers des organisations telles que l'ACLU, ACLU et Amnesty International, ça a joué un rôle crucial dans la sensibilisation et la lutte pour des réformes législatives. Donc vous voyez que les implications légales et éthiques de la surveillance de masse, elles continuent de susciter un débat mondial. Et alors que la technologie évolue, il est crucial que la législation et les politiques publiques apportent une considération équilibrée des enjeux de sécurité et des droits individuels. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez un peu de cette surveillance de masse, si vous êtes pour ou contre, n'hésitez pas à en parler un peu dans les commentaires, votre point de vue aussi. Voilà, je me suis bien renseigné, c'est vraiment réel, tout ce que je vous ai raconté, c'est bien réel. Donc voilà. Pour le 3e épisode, vous allez voir, ça va être aussi très intéressant. Je crois que le 3e épisode porte sur la désinformation et les guerres de l'information menées par les pays ou par des organisations. Vous allez voir, ça va être pas mal aussi comme épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a bien plu et que cette série d'épisodes vous plaît bien en règle générale. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et abonnez-vous pour ceux qui m'écoutent mais qui ne sont pas abonnés. Ça vous prend une seconde, paf, vous cliquez, c'est fini. Allez, bonne journée à tous, bonne soirée à tous, prenez soin de vous. Bisous, ciao.